Vous savez très bien qu'en archéologie, la poterie constitue un témoignage clé de l'alimentation des sociétés anciennes, et évidemment, c'est valable pour l'Afrique de l'Ouest. Pour deux principales raisons, je dirais, c'est que c'est l'un des artefacts les plus abondants et les mieux conservés sur les sites protohistoriques et historiques, et surtout, c'est un artefact qui est susceptible d'informer sur différentes étapes de la chaîne alimentaire, du stockage des denrées jusqu'à la consommation des mets, en passant évidemment par les étapes de préparation, de cuisson et de service. Alors paradoxalement, les assemblages céramiques archéologiques ont été peu étudiés pour appréhender les habitudes alimentaires du passé. Alors il faut dire que l'identification de l'usage des poteries en archéologie est un exercice particulièrement difficile, et ce pour deux, je dirais, principales raisons. La première, évidemment, c'est l'altération des vestiges céramiques, puisque la fragmentation... Alors là, je n'ai absolument rien fait. Il y a un faux contact, en fait, je pense, avec... J'appuie juste sur la flèche. Ouais, je sais pas pourquoi, mais... Donc je disais que la fonction des céramiques en archéologie est particulièrement difficile à appréhender pour deux principales raisons. La première, c'est évidemment l'altération des vestiges céramiques, puisque la fragmentation des poteries en archéologie empêche bien souvent la reconstitution des formes et des dimensions de récipients en terre cuite. Et puis l'altération des surfaces de céramique rend parfois difficile la lecture des traces d'utilisation de poterie. Donc ça, c'est le premier défi auquel on est confronté en archéologie. Et puis le deuxième, c'est évidemment le manque criant de référentiels interprétatifs, à la fois dans le champ de l'expérimentation, mais aussi de l'ethnoarchéologie. Alors, en Afrique de l'Ouest, et je pense que c'est à peu près valable partout, évidemment, les enquêtes ethnoarchéologiques se sont beaucoup focalisées sur les chaînes opératoires de fabrication des poteries, plus ponctuellement sur les usages de la céramique. Alors, j'ai pris deux cas emblématiques, le Sénégal et le Mali. Alors, on a beaucoup de travaux sur les aspects de fabrication au Sénégal. Je mentionnerai les travaux de Moustapha Sall, de Sorna Gueye, et puis également d'Agnès Gelbert. Et puis au Mali, évidemment, les travaux d'Alain Gallet, Éric Oscom et Anne Mayor. Donc on a des grosses synthèses sur différentes régions d'Afrique de l'Ouest portant sur les aspects de fabrication. Mais dès lors qu'on cherche des travaux vraiment focalisés sur les aspects de fonction des céramiques, les travaux sont beaucoup moins nombreux. Et là, je citerai évidemment le travail de référence de Grégoire de Koenig sur le Mali central. Au Sénégal, à ma connaissance, il y avait peu de travaux qui mettait en relation la fonction des céramiques avec les critères typométriques ou tracéologiques. Et donc, dans le cadre du projet Synergia, on a impulsé la construction d'un référentiel ethnoarchéologique multiproxy à vocation transculturelle, en travaillant sur plusieurs groupes culturels associés à différentes économies de subsistance. Donc, on a travaillé chez des agriculteurs, éleveurs, chasseurs, pêcheurs. L'idée, c'était aussi de travailler sur les diverses fonctions de poterie encore attestées de nos jours en Afrique de l'Ouest, stocker l'eau, servir à fermenter la pierre de mine, griller les arachides, etc. Et puis de documenter les différents critères intrinsèques de la céramique, en particulier les aspects typométriques et tracéologiques, dans le but à terme d'enrichir les interprétations jusqu'ici formulées sur l'usage des vaches archéologiques et donc au-delà sur la lecture des comportements alimentaires des sociétés anciennes. Alors, je dois dire, le Sénégal méridional est un terrain d'enquête privilégié pour atteindre cet objectif. On a travaillé dans deux zones d'études qui s'avèrent fortement complémentaires en termes d'économie de subsistance. La première région, c'est la basse Casamance, on en a parlé tout à l'heure. On a travaillé dans trois groupes culturels, les Diola Kassa, les Mandingues et les Diolafonies. Tous ces groupes ont pour point commun d'avoir une alimentation fondée sur la consommation du riz et du poisson. Et puis, plus récemment, enfin plus anciennement, bref, peu importe, on a travaillé en pays bodiques, donc chez les bodiques, qui ont une alimentation fondée sur la consommation plutôt de céréales et de viande. Donc, évidemment, en raison du temps imparti, j'ai choisi de
j'ai choisi un contexte d'étude et j'ai choisi le pays bouddhique. Alors dans ce groupe, et c'est valable, ce que je vais dire ici, c'est valable aussi pour les autres groupes culturels étudiés, la fonction des poteries peut être regroupée en trois grandes sphères d'activité, je dirais. Évidemment, les vases à fonction alimentaire qui sont largement majoritaires dans les corpus céramiques. Donc on a des vases qui servent à la fois à la préparation des plats, mais aussi à la préparation des boissons, en particulier des boissons fermentées. Mais on a aussi une part non négligeable des récipients qui ont une fonction médicinale, notamment pour bouillir les feuilles, mais aussi se laver, etc. Et puis, troisième catégorie, un peu plus anecdotique, ce sont les vases à fonction artisanale. Alors là, j'ai mis à droite un échantillon relativement représentatif des principales fonctions de poterie qui sont attestées en pays bouddhique. Donc on a des vases évidemment à stocker l'eau, mais aussi à faire fermenter et servir la bière de mil, la cuire, la transporter. On a également des pots à cuire, à griller. Donc on a tout un éventail fonctionnel qui est assez large pour le groupe. Enfin, en tout cas au Sénégal, je pense que c'est l'un des groupes où la diversité fonctionnelle est encore la plus large. Alors la stratégie, évidemment, quand on est arrivé dans les villages védiques qui étaient remplis de poteries, on ne pouvait pas documenter toutes les céramiques, et donc on a pris le parti de documenter au moins 3 vases par fonction. Aujourd'hui, on a à peu près un corpus de 161 céramiques documentées. Alors on a décidé de construire un référentiel interprétatif à la croisée de l'ethnographie et de l'expérimentation, qui selon nous constituent deux approches qui sont fortement complémentaires. Donc on a toujours commencé par le volet ethnographique en documentant la fonction des poteries encore utilisées de nos jours par les populations bédiques. Et puis dans un deuxième temps, on a enclenché le volet expérimental en achetant des vases neufs que l'on a fait utiliser 1 fois, 5 fois, 10 fois pour préparer les principales recettes traditionnelles en pays bouddhique. Évidemment, tout ce travail a été fait en étroite collaboration avec des femmes bouddhiques qui ont encore le savoir-faire, donc qui savent utiliser la céramique, ce que nous, en tant que scientifiques, on a totalement perdu. Alors, je vais brièvement expliquer ce qu'on a fait sur le terrain. Bon, après une étape de sélection des poteries, on a dessiné de manière systématique toutes les céramiques, de manière à pouvoir mener une analyse, on va dire, dimensionnelle précise, en particulier calculer le volume des poteries, qui est évidemment un critère important pour interpréter la fonction des vases. Puis, on a enregistré dans des fiches papier la fonction des récipients, tous les critères typométriques et toutes les traces d'utilisation visibles, qu'on a photographiées de manière plus ou moins systématique. Et puis, l'avant-dernière étape, qui était évidemment essentielle, c'est qu'on a enquêté auprès des utilisateurs de poterie sur la fonction des vases en leur demandant des informations précises sur les ingrédients qui avaient été contenus dans la céramique, sur le mode de fonctionnement des vases, sur la durée et fréquence d'utilisation des poteries. Et puis, dernière étape, on a sélectionné une petite partie de poterie qu'on a échantillonnée pour des analyses approfondies de résidus en laboratoire. Jusqu'à présent, on a travaillé surtout sur les lipides et les phytolithes, et donc ça fera l'objet de 2 présentations qui vont suivre après. Alors juste brièvement, les résultats, alors on n'a pas encore mené l'analyse statistique des données, donc pour l'instant c'est vraiment un aperçu global, mais c'est juste pour vous montrer qu'a priori en croisant les aspects de forme, de dimension et les traces d'utilisation des vases, on peut identifier le contenu des récipients. Bon, j'ai pris le cas emblématique des boissons fermentées et le cas de la bière qui fait souvent couler beaucoup d'encre. Bon, juste pour vous montrer que, évidemment, vous voyez que la forme des vases à bière est très différente, par exemple, des vases à eau. Hein, les dimensions sont complètement... enfin, en tout cas, pour les 2 premières catégories, c'est des récipients qui sont de bien plus grande capacité, puisque la bière est produite on va dire, à l'échelle du village, alors que la consommation de l'eau se fait à l'échelle de la maison. Vous voyez des formes de base très différentes, des décors au cordon qui n'existent que sur les vases à bière. Donc, d'un point de vue typométrique, déjà, a priori, on peut, en archéologie, distinguer les vases à bière des autres catégories fonctionnelles de récipients.
Et puis, il présente par ailleurs des traces d'utilisation très spécifiques, notamment les desquamations internes. Bon, ça, c'est quelque chose qui avait déjà été identifié par John Arthur, mais voilà, c'est confirmé par les recherches menées en pays bouddhiques. Alors, par contre, ce qui est vraiment, pour le coup, novateur, ce sont toutes les analyses de phytolithes. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Aline Garnier a fait des analyses, donc a traqué les phytolithes, notamment dans les vases à bière, et elle a montré que la signature des phytolithes qui étaient présents dans les vases à bière était assez typique, notamment avec des phytolithes de plantes à cellules courtes polylobées, qui sont caractéristiques des poacées et des panicodées, et qui sont donc caractéristiques plutôt du sorgho et du mil. Mais la présentation, Aline va présenter juste après, enfin par visio, elle va présenter plus en détail ce qu'elle a fait sur les phytolithes des poteries, mais je pense que pour les questions d'identification de la bière, les analyses de phytolithes sont un proxy assez intéressant. Alors, on peut aussi appréhender le mode d'utilisation des céramiques. Alors, j'ai pris le cas des modes de cuisson des aliments, puisqu'il s'avère qu'en pays bouddhique, les aliments sont préparés selon des modes de cuisson extrêmement variés. Bouillir, griller, cuire à la vapeur. Alors, frire, c'est pas pays bouddhique, mais enfin bref, je t'ai laissé là. Et ce qu'on peut voir, enfin ce que vous voyez tout de suite, c'est que les formes des récipients sont extrêmement différents. Et l'aspect visuel également des résidus carbonisés sont discriminants. Donc, par exemple, les vases à bouillir ont toujours une embouchure relativement fermée, alors que les vases à griller sont très ouverts parce qu'on doit systématiquement en fait touiller le contenu pour pas que ça grille. Donc pareil, comme pour le contenu, en croisant la forme des vases et l'aspect visuel des résidus carbonisés, on peut a priori reconstituer les modes de cuisson alimentaires dans le passé. Alors là, juste rapidement, une slide sur les analyses lipidiques qui ont été faites par Léa Drieux, Martine Régère et toute l'équipe pour montrer qu'on peut aussi, quand on a des formes complètes, travailler sur la distribution des lipides le long du profil des céramiques. Et ça peut être aussi un critère discriminant du mode de fonctionnement des vases. Par exemple, vous voyez les vases à bouillir, les lipides se concentrent dans la partie supérieure des récipients, puisque quand on fait bouillir, en fait, les graisses remontent, alors que les vases à cuire à la vapeur, a priori, on a plutôt une concentration des lipides plutôt dans la partie inférieure du vase. Les vases à griller, bon, je pense que c'est lié au fait que ça chauffe très fort. A priori, il n'y a pas de lipides qui se sont conservés, mais Martine, j'imagine, va en parler de manière plus détaillée par la suite. Alors, on peut aussi discuter de la question de la durée d'utilisation des récipients, dont on sait que c'est un aspect important. Anne a publié plusieurs articles sur cet aspect. Bon, évidemment, on se rend compte qu'en documentant les traces d'utilisation, on a des développements plus ou moins rapides des traces en fonction de la durée de vie des récipients, ce qui complexifie évidemment l'interprétation des stigmates d'usage en archéologie. Mais a priori, on peut aussi au moins émettre des hypothèses sur la durée de vie des céramiques. Là, j'ai pris le cas des vases à bière, où on voit que quand on est dans des cas de récipients qui ont une durée d'utilisation inférieure à 2 ans, on a rarement des desquamations visibles, alors que quand on est au-delà de 10 ans, là, sur quasiment tous les vases, on a des desquamations. Donc là, on apporte des éléments un peu plus fins par rapport à ce qu'avait formulé Arthur comme hypothèse de travail. Bon, alors évidemment, il reste beaucoup de choses à faire, et notamment passer à l'analyse vraiment statistique des données pour établir les signatures qui sont diagnostiques des différentes utilisations de la poterie dans l'actuel, pour pouvoir à terme affiner les interprétations en archéologie. Bon, là, je vous ai juste mis un schéma, un test qu'on avait fait pour voir comment fonctionnait la discrimination des critères au sein des Védiques par rapport aux autres groupes culturels, puisqu'évidemment, l'idée, c'est de construire des référentiels qui soient transculturels et donc, par définition, utilisables en archéologie. Et on voit qu'en comparant les Védiques avec les autres groupes culturels, on a des tendances qui sont assez similaires, donc c'est assez encourageant. Alors évidemment, je n'ai pas du tout eu le temps d'inclure le volet
le volet introduction vers l'archéologie, mais évidemment, ça c'est aussi un volet important, puisque quand on passe à l'archéologie, on a tous les éléments de taphonomie qui rentrent en compte. Mais voilà, on voulait remercier toute l'équipe, les populations d'Yolakassa, Mandingue et d'Yonafoni et Bodic, qui nous ont accueillis pour ce travail et sans qui toute cette étude n'aurait pu être accomplie. Et évidemment, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas voilà, été claires, n'hésitez pas à me les poser.